toutes, bienvenue dans ce voyage à travers art, spectacle et lifestyle. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'univers de Gur Benwich, qui est ce réalisateur rebelle. Il célèbre non seulement les 20 ans de son film culte, La Planète Bleue, mais vient également nous présenter son tout dernier projet, un documentaire décalé sur sa propre famille. Puis c'est l'été et pour l'occasion, nous nous envolerons pour Eilat, la station balnéaire incontournable au sud d'Israël qui réserve 1001 surprises. Enfin, direction Londres pour la première rétrospective de l'artiste Agnès Martin depuis 1994. L'année dernière, à cette époque, Israël se trouvait en plein cœur de l'opération Bordure Protectrice, une guerre qui a eu de lourdes conséquences, notamment dans le secteur du tourisme. Le pays enregistre une baisse de 25% par rapport à l'année dernière et la petite ville balnéaire d'Eilat a attiré 46% de visiteurs étrangers en moins que 2014. C'est pourtant une destination touristique exceptionnelle, située entre mer et désert et qui offre de nombreuses attractions. Sandy Fortis et Pazit Dank ont testé quelques-unes pour vous. On regarde. Des hôtels somptueux à 2 pas du désert, une promenade bondée de jour comme de nuit, des bars et des restaurants à perte de vue. Bienvenue à Las Vegas. Bienvenue à Eilat. Ici, pas de casino, mais de nombreux autres atouts. Le plus grand, la mer Rouge. Le fait d'être au bord de la mer Rouge est un avantage. Ça nous permet notamment d'avoir des attractions telles que l'observatoire sous-marin et le récif des dauphins. On peut y découvrir les merveilles de la mer Rouge. Des merveilles que touristes et locaux peuvent découvrir depuis 40 ans. Chaque année, ils sont 500 000 à se rendre à l'observatoire sous-marin. Poissons en tout genre, tortues géantes et animaux exotiques, toutes les espèces marines y sont conservées dans un environnement naturel. Le public est même invité à descendre plusieurs mètres sous terre, ou plutôt sous la mer, pour les voir évoluer à travers les vitres de la tour qui fait désormais partie du paysage d'Eilat. Et pour encore plus de sensations, une toute nouvelle attraction, la piscine des requins. De la nurserie qui accueille les bébés requins à la grande piscine des requins taupes et autres squales aux dents pointues, petits et grands peuvent découvrir un univers souvent méconnu, avec en bonus des jeux interactifs pour en apprendre encore plus sur ces prédateurs des mers. À quelques centaines de mètres de là se cache un paradis, le Dolphin Reef. Un lieu paisible où règne la détente attitude, un esprit qui va de pair avec ses résidents principaux, les dauphins. C'est la seule attraction de dauphins au monde où la priorité est de donner aux dauphins une vie aussi belle et aussi naturelle que possible. Nous sommes en pleine mer, ils chassent pour se nourrir, on ne les sépare jamais. On veut que les gens qui viennent ici voient des dauphins qui se comportent en dauphins. Ici, le mot d'ordre est liberté. Les dauphins sont maîtres d'eux-mêmes. Jeux, tours, caresses, tout ce qu'ils font, ils le font parce qu'ils l'ont décidé. La nourriture leur est donnée à heure fixe et sans contrepartie. Les visiteurs peuvent aussi plonger et partir à la rencontre de Luna, Nemo et leurs amis qui sont toujours ravis d'avoir de la compagnie. Après cette petite pause tendresse, pourquoi ne pas partir à la recherche de sensations fortes ? Comme toute ville balnéaire qui se respecte, Eilat propose de nombreuses activités nautiques, des plus simples aux plus loufoques, en passant par les plus impressionnantes qui vous feront littéralement voler au-dessus de l'eau. Mais si vous préférez garder vos pieds bien au sol, même si c'est sur celui d'un bateau, vous pouvez toujours opter pour l'une des nombreuses croisières proposées aux touristes, yacht en mode chic, grand bateau à moteur avec musique à fond ou 3 mâts plus classiques pour virer tranquille tout au long de la Riviera israélienne. Située au sud du pays, Eilat est une ville où la température monte très vite. En été, la moyenne se situe autour des 40 degrés. Pas évident donc de se rafraîchir en restant hors de l'eau. Enfin, c'était sans compter sur l'Ice Space, un espace entièrement fait de glace installé dans une ville caniculaire. Équipé de la tête aux pieds, on est invité dans un univers glacé, igloo, toboggan, pingouins géants et même une boisson très rafraîchissante, de quoi vouloir rapidement retourner se faire griller au soleil. Comme à Las Vegas, à Eilat, on passe en à peine quelques mètres de la ville ultra moderne au grand désert. En quad, à dos de chameau ou en jeep, on y découvre de magnifiques paysages. Des monts aux multiples couleurs grâce aux nombreux minéraux présents dans la région, des vues à couper le souffle, et sur le mont Yoash, à 740 mètres d'altitude,
Un privilège comme il en existe peu, on se retrouve sur le seul lieu au monde où l'on peut apercevoir 4 pays dans le même paysage, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, Israël et l'Égypte. Le tout avant d'assister à l'un des plus beaux couchers de soleil sur les dunes et partager des mets locaux autour d'un feu de camp au milieu de nulle part. Bon, vous l'avez compris, difficile de s'ennuyer à Eilat. Parc d'attractions, boutiques, plages paradisiaques en journée, restaurants, bars et boîtes pour les soirées. Et la petite ville ne cesse de s'inspirer de la plus grande ville du Nevada. Certains hôtels ont même créé leur propre show pour divertir les touristes. Depuis 12 ans, le Wow Show émerveille ses spectateurs avec des tours toujours plus spectaculaires. Des dizaines de danseurs, d'acrobates et d'autres artistes venant des 4 coins du monde, dirigés par Anor Rosen, enchantent chaque soir leur public. Après le Mad Mad Wow, place au Wasplash dès le mois d'août. Eilat est définitivement un mini Las Vegas. Et depuis peu, la ville a même sa propre fontaine, un projet du ministère du Tourisme qui a coûté près de 2 millions d'euros. Une majestueuse fontaine accompagnée de jeux de son et lumière qui attire chaque soir des centaines de passants. Un spectacle quotidien qui n'a rien à envier à son grand frère. Aujourd'hui sur le plateau, Gur Benwich, j'espère que je le prononce bien, bonjour. Vous êtes un réalisateur israélien, l'un de vos films est un incontournable du cinéma indépendant ici en Israël. Un film qui s'appelle La Planète Bleue, Planet Blue en anglais, et qui célèbre ses 20 ans. Mais aujourd'hui, vous venez nous présenter votre tout dernier projet, c'est un documentaire cette fois-ci, le Benwich Syndrome, un film sur l'histoire hors du commun de votre famille. On en regarde tout de suite un extrait. 60 alternative seconds on this romantic couple, who didn't only build a house, but also the first tennis court in Palestine on the estate grounds. In the evenings, they'd hosted the who's and who's of the time at boisterous balls and moonlight concerts, and at midnight, they'd join in a carefree hurrah with the pioneers from the work regiment whom they hosted in their courtyard. Yes, those were the days. And yet, it wasn't easy being in Zichron. Michael devoted himself to a psychoanalyst in Haifa, leaving Nita to fulfill her vision on her own on Villa Langa. 9 years after their arrival, at the end of an agonizing night, either from appendicitis or an overdose of tranquilizers, she left her body. Her autopsy didn't solve the mystery of her death, but added another. She died a virgin. At 38, after 10 years of marriage. For a loving husband, her death and perhaps her virginity, as well as years of therapy, intensified his inherent depression. And after proposing to 2 other Bentwood sisters, he put an end to his life right here in the Grove, where a bench in her memory was placed. Voilà donc pour ce documentaire qu'on peut voir en ce moment à la Cinémathèque de Tel Aviv. Gur, d'abord merci d'être avec nous sur ce plateau. Ma première question, c'est pourquoi avoir appelé ce film le Benwich Syndrome, comme si c'était une pathologie de faire partie de votre famille? Eh bien, c'est tout à fait le cas. Ce n'est pas réellement une condition médicale, mais plutôt cette façon de généraliser en trouvant quelque chose pour connecter, faire un film sur la famille, trouver le gène partagé par tous, en quelque sorte. Et pourquoi avoir choisi de faire un film sur votre propre famille? Pendant de nombreuses années, on m'a répété « Ah, vous faites partie de la famille Benwich, vous devriez faire un film sur ça ». Et j'ai toujours répondu « Je ne ferai jamais ce film car ma famille m'ennuie, je ne veux pas avoir affaire à eux ». Mais bon, je ne suis plus un gamin, j'ai moi-même 50 ans et j'ai des enfants et je voulais leur montrer la famille. Donc d'une certaine façon, cette idée est devenue une bonne idée. Vous en parliez comme si les gens étaient assez subjugués du fait que vous étiez de la famille Benwich. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos téléspectateurs exactement qui sont ces Benwich exactement? La première des choses est que je ne pense pas qu'ils soient importants. Je pense qu'eux-mêmes pensent qu'ils sont importants, ce qui est différent. Certains d'entre eux étaient au début du sionisme, des amis de Herzl, un petit peu comme avec Forrest Gump, mais en Israël. Ils ont réussi à se placer au cœur de toute cette action. Et j'imagine que c'est ça qui leur fait penser cela.
Donc, on les voit quand même, tout de même en Israël comme une famille importante. Néanmoins, vous êtes certainement le petit rebelle de la famille. Je vous vois venir d'ailleurs aujourd'hui sur le plateau avec un t-shirt Los Angeles County Jail. Ça montre bien le personnage. Qu'est-ce qu'ils pensent de vous et de votre démarche, votre famille ? I think through making the movie, I actually made my peace with the family because before I might have been like. Je pense qu'en faisant ce film, je me suis rabiboché avec elle parce qu'avant j'étais un petit peu le sale gosse. Mais en faisant ce film, en interviewant les gens, je suis devenu en quelque sorte le cousin sympa et je ne suis plus du tout un dangereux rebelle. À propos du film, certains ont été un petit peu vexés, mais de manière générale, les temps ont changé et personne ne demeure ce qu'il était il y a des décennies. Donc il y a de quoi en plaisanter aussi. Oui, c'est un film extrêmement drôle. Et alors, vous parlez donc jeune génération, la génération après vous qui regardera la génération Bentwich, mais du futur qui regardera elle votre travail. Vous pensez qu'elle va penser quoi de vous? Mes enfants, enfin mon aîné, car mon fils, lui, est encore un bébé, il ne comprend pas grand-chose. Elle me voit me faire complimenter sur mes films. D'un côté, elle est assez fière, et de l'autre côté, elle n'aime pas trop ça, parce qu'elle figure sur le film, et bien sûr, elle reçoit beaucoup de compliments pour cela, mais elle dit que c'est ennuyeux. Donc j'imagine que lorsque vous grandissez, c'est toujours un peu dans l'irrespect de vos parents. C'était un petit peu inhérent à tout cela. Vous devez avoir votre propre vie et être un petit peu méchant avec vos parents. Donc j'imagine que ce sera la même chose. Merci beaucoup Gur Benwich d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le plateau du Culture Mag. Je rappelle donc que votre film, le Bentwich Syndrome, est à la Cinémathèque de Tel Aviv en ce moment. Merci. Thank you very much. Voilà pour cette interview qui a été enregistrée au préalable dans nos studios. Dans un instant, nous reviendrons sur la polémique autour du prix Hugo. Mais tout de suite, regardez notre highlight, la sélection de l'événement culturel à ne pas manquer par notre équipe. Rétrospective d'Agnès Martin à la Tate Moderne de Londres. Connue pour ses peintures évocatrices aux coups de pinceau délicats et aux couleurs pâles, Agnès Martin croyait que seule l'inspiration spirituelle et non intellectuelle crée de belles œuvres. Souvent considérée comme minimaliste, elle préférait se considérer comme expressionniste abstraite. Agnès Martin a vécu et travaillé à New York, devenant une des artistes phares de l'abstrait des années 50 et 60, un domaine plutôt dominé à l'époque par les hommes. Et alors que son art commençait à être reconnu, elle décide de tout quitter et part à la recherche de la solitude et du silence avant de réapparaître au Nouveau-Mexique. C'est la première rétrospective de l'artiste depuis 1994, une belle introduction au travail visionnaire de cette femme extraordinaire souffrant de schizophrénie paranoïaque. Agnès Martin, rétrospective à la Tate Moderne de Londres jusqu'au 11 octobre 2015. Allez, on part faire un tour dans le monde parallèle de la science-fiction. Comme tous les ans, les fans attendent avec impatience la remise du prix Hugo, ce prix qui récompense les meilleurs auteurs anglophones de science-fiction. Sauf que cette année, l'événement est perturbé. Léa Volbert, vous nous en dites plus. Exactement, cette année, c'est la polémique qui agite le monde littéraire en ce moment. C'est l'infiltration d'un groupuscule réactionnaire au sein du jury du prix Hugo. Alors, il faut rappeler pour les non-initiés que ce jury en question est particulier puisqu'il est composé de spécialistes de la littérature, mais aussi et surtout d'un large panel d'internautes fans de SF. Donc, c'est ce qui diffère avec les autres jurys. Cette assemblée de fans fait une sorte de présélection d'ouvrages qui seront ensuite dans les nominations officielles. Seulement voilà, cette année, comme je vous le disais, un groupuscule d'activistes a usé, voire abusé de ce système de sélection. Ce groupe, il se fait appeler les Rabid Puppies, traduction les chiots enragés. Et sous ce délicat et cet adorable pseudonyme se cache une poignée de racistes, homophobes, misogynes, bien décidés à prendre d'assaut la liste des nominés. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont bien réussi leur coup, puisque les Rabid Puppies ont positionné des auteurs extrêmement
controversé dans toutes les sélections du prix, le meilleur roman court, le meilleur roman graphique, le meilleur magazine. Au total, 11 œuvres au relent nauséabond infiltrées dans la sélection du prix Hugo. Alors derrière ce groupe, il y a un homme, la figure de proue du mouvement. Il s'appelle Theodore Bill, alias Vox Day. Il est auteur et bien connu pour ses positions fascistes. Cet homme a déjà été exclu d'un autre prix de science-fiction, le prix Nebula. Alors, bien entendu, beaucoup de réactions plus ou moins virulentes de la part des différents auteurs, à commencer par Connie Willis, qui est bien connue puisqu'elle est 11 fois lauréate du prix Hugo. Elle s'est insurgée. Et également George Martin, l'auteur de Game of Thrones, qui a quant à lui réagi sur son blog. Il s'adresse directement aux lecteurs de science-fiction et il leur dit « Votez, l'horloge tourne et chaque vote va compter. Nous vivons la course à l'Hugo la plus controversée et la plus contestée de l'histoire du prix. » Il faut rappeler... Qu'on va rappeler. On le rappellera la prochaine fois. Voilà, la prochaine fois. Merci, Volver. C'est la fin du Culture Mag. On se quitte avec ces images des solistes du Ballet de l'Opéra de Paris qui feront leur pointe à Tel Aviv ce soir.